Monsieur, je sais pas si on vous entend pas en tout cas. Ah oui, excusez-moi. C'était pour vérifier que vous étiez toujours là quand même. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, on va faire ce deuxième chapitre sur les systèmes temps réel. Dans ce chapitre, on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'un système est temps réel. D'accord? Donc, on va démystifier ce mot un peu parce que des fois, il peut être mal compris ou mal interprété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un système temps réel? Donc, qu'est-ce qu'un système temps réel? Donc, c'est un système en général qui est à base d'ordinateur, hein, donc, ou de processeur, on va dire, qui répond à des événements ou des signaux avec un temps prédictible après son occurrence. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que le temps de réponse à un événement doit être déterministe. Voilà. Globalement, déterministe, c'est qu'on doit permettre, ça doit être prédictible que. Donc, pas forcément le temps exactement, mais le temps maximum, quoi, la limite de temps. Alors, un système est appelé temps réel quand il peut offrir le bon résultat au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le résultat il arrive trop tôt et il ne faut pas qu'il arrive trop tard. Par exemple, si vous voulez faire un décodage vidéo, ben, si vous décodez pas, si vous avez du mal à décoder une image, on va dire, non, voilà, si vous avez du mal à décoder 50 images par seconde, ben, vous n'allez pas pouvoir être temps réel. Ou alors avec des saccades. D'accord si par exemple votre communication téléphonique pour ici à New York, ben, ça prend 10 secondes pour que la voix elle arrive à New York, ben, vous n'allez pas pouvoir faire une communication en temps réel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que. Et le temps réel pour la communication orale, c'est considéré inférieur à 200 millisecondes. Si la voix arrive d'un endroit A à un endroit B en moins de 200 millisecondes, on peut avoir une conversation en temps réel. OK. Donc, un système temps réel, il est déterministe. Ce qui, Monsieur, j'ai en une fait, question. oui. C'est vous qui jugez les 200 millisecondes par rapport au temps réel ou il y a Ah non, je prends un exemple. Hein. il y a Ah, ok, je pensais qu'il y avait un accord international Non, pour différents domaines, genre. non, non, non. C'est en fait, c'est chaque application qui va déterminer. Alors, et ça, par contre, je l'aborde pas dans mon cours parce que ça, en fait, c'est plus de la technique, c'est du métier. Et là, en fait, c'est que des ingénieurs métiers, c'est-à-dire que dans une voiture, toutes les contraintes temps réel vont être définies par des gens du métier, donc pas des ingénieurs. Les ingénieurs vont juste faire en sorte de respecter. Donc, en fait, quoi, c'est ceux qui vont définir les contraintes temps réel, c'est ce qu'on appelle les ingénieurs système, d'accord, qui travaillent au niveau système. Et c'est eux qui vont déterminer justement ces contraintes temps réel pour chaque. Donc, ils vont déterminer pour chaque organe de l'automobile, c'est-à-dire la pédale de frein, l'accélérateur, le clignotant, les essuie-glaces, quoi. Bon, mais aussi dans le moteur, c'est-à-dire tous les éléments qui contrôlent le moteur, tout ça travaille en temps réel. Voilà. Donc, quelques Ok. exemples, les freins d'une voiture, d'une porte automatique. Oui, Non, je disais ok, merci. ok. Désolé. Donc, bien sûr, les freins d'une voiture, c'est des systèmes temps réel. Hein. Il faut que forcément, quand on appuie sur le frein, ben, en temps réel, ça agit sur les freins. Mais en général, aujourd'hui, ce n'est pas électronique, c'est mécanique, hein, encore. Mais bon, ça va changer bientôt. Les portes automatiques, forcément, si vous êtes devant la porte et la porte, elle s'ouvre une minute plus tard, c'est pas, voilà, il faut des systèmes temps réel à peu près. Donc là aussi, tout dépend. Vous voyez, pareil, on peut avoir une contrainte temps réel sur une porte, vous savez, de supermarché qui s'ouvre automatiquement, là, avec un capteur. Ben, on peut déterminer une contrainte se disant au-dessous, quoi. Il faut que l'événement soit pris en compte en moins d'une seconde, par exemple.
Parce que sinon, après, bah, si la personne elle se retrouve dans la porte pendant 1 minute, bah, on n'est plus en temps réel. Etc. Donc, télécommande aussi. Hop. Donc, une définition. Un système est appelé temps réel quand l'information après acquisition et processing is still relevant, quoi, est encore valide en fait, elle a encore du sens. C'est-à-dire que si vous faites une communication téléphonique, ça prend 10 secondes et que vous dites bonjour et 10 secondes plus tard, la personne entend bonjour, tandis qu'elle, peut-être, elle a parlé pendant 10 secondes avant parce que voilà, elle ne savait pas qu'elle. Bon, bref, le temps qu'elle entende de la. Donc là, on n'est plus dans un système où l'information, enfin, après traitement, transfert, elle est plus, on va dire, elle est obsolète. Elle est obsolète. D'accord? Donc voilà. Donc tout ça, donc forcément, un système en général, il y a de l'acquisition, c'est des capteurs, ça peut être analogique, numérique, etc. Du traitement, c'est un processeur. Et restitution, c'est un ADC ou un DAC ou un PWM qui va agir sur l'environnement. Et tout ça, il faut que ce soit fait dans un temps qui permette à cet environnement que la donnée qui revienne, en fait, ce soit encore que c'est un sens. Donc, quelques exemples. Alors, un camcorder, donc c'est par exemple donc une caméra, c'est un appareil photo pour un caméscope, voilà. Je cherche le truc. C'est un caméscope. Forcément, sur un caméscope, si ce n'est pas temps réel, si l'image qui s'affiche sur ton écran, bah, elle a un décalage, je ne sais pas moi, de 10 secondes avec ce qu'on voit, forcément, ça ne va pas être possible de prendre des photos ou des vidéos très difficilement. Donc, il faut que voilà, le traitement de l'image par la lentille, par le traitement, etc., et quand elle va s'afficher sur l'écran, ce soit en temps réel, que ce soit quelque chose qui soit donc avec une contrainte très faible. Les communications téléphoniques, bien sûr, les voitures, véhicules autonomes, forcément, c'est plein de contraintes temps réel de partout parce que forcément, là, il faut. C'est-à-dire qu'entre le temps où la caméra elle analyse la route, la voiture et tout, et que ça a un effet sur le volant, il faut que ce soit très rapide et que ce soit relevant. D'accord parce que sinon, forcément. Et le truc qui est problématique, surtout avec. Monsieur, Oui, du coup, un système temps réel, c'est un système qui a un temps de réponse inférieur à un temps de réponse critique, tout simplement. c'est ça. Ok. Le temps de réponse critique, on appelle ça les contraintes temporelles, les contraintes temps réel. D'accord? Ok. Oui. Quand je dis contrainte temps réel, c'est justement c'est temps critique. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Donc voilà. Donc, et alors, aussi important, c'est que dans un système RTOS, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un traitement, avoir un processeur de bête de course. Il faut juste qu'il soit assez rapide pour que ce soit encore valide par rapport à l'environnement. D'accord. Alors ici, on va voir quelques applications avec les ordres de grandeur en fonction du secteur d'activité. Parce que forcément, quand on va faire du traitement vidéo, par exemple, les contraintes de temps réel ou le temps critique, comme dit votre collègue Aziz, il va être de l'ordre de la nanoseconde. Parce que quand on fait de la vidéo, en fait, quand on parle de 50 images par seconde, dans une image, il y a des millions de pixels. D'accord? Ou des centaines de milliers. Donc, forcément, le temps entre 2 pixels, il va être d'une nanoseconde. Donc, il faut que le traitement d'un pixel soit fait très rapidement, de l'ordre de la nanoseconde. Pour l'audio, c'est plutôt de l'ordre de la microseconde. Pour l'aéronautique, c'est plutôt l'ordre de la milliseconde, c'est-à-dire les contraintes temps réel. C'est-à-dire, par exemple, dans l'aéronautique, entre le moment où vous bougez le manche de l'avion et que l'aile de l'avion réagisse, il faut qu'il y ait quelques millisecondes de temps critique. Alors, je dis quelques millisecondes, mais c'est borné. Ça, c'est le constructeur. Il va dire, moi, j'ai fait mes tests. Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est un autre métier.
C'est un autre métier, ceux qui vont définir toutes ces contraintes temps réel. Vous êtes juste là pour les respecter. En tant que développeur, en général, ce n'est pas vous qui les énoncez. D'accord? C'est plutôt soit des mathématiciens qui ont fait des études par rapport, voilà, ou des physiciens, bref. Voilà. Sinon, on a, si par exemple, on prend un système homme-machine, une interface homme-machine, donc IHM ou HMI en anglais, c'est l'ordre de grandeur, c'est la seconde. D'accord? Par exemple, sur un tableau de bord, tous les afficheurs d'un tableau de bord ont un temps limite, une contrainte de 1 seconde. C'est-à-dire entre le moment où, par exemple, un capteur a détecté une anomalie et que ça s'affiche sur le tableau de bord, il faut que cet affichage sur le tableau de bord se fasse en moins d'1 seconde. Ou quelques secondes, mais en général, c'est 1 seconde. Et si par exemple, si vous devez faire de la production qui font je trouve pas la traduction de involve. Si je peux avoir un peu d'aide là. Impliqué. Hein? Impliqué. Impliqué. Impliqué, oui, merci. Donc, quelques heures lorsque ça implique des réactions chimiques, parce qu'une réaction chimique, forcément, ça prend plusieurs heures. Donc là aussi, si jamais… donc là, voilà, ça va être plutôt long, parce que c'est des processus qui sont lents. Donc là, vous voyez, les contraintes temps réel, c'est-à-dire qu'il faut que le processus chimique soit fini ou soit avant 1 heure. Donc là aussi, vous voyez, les temps de réponse sont très longs. Mais ça reste en réel. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est par rapport à l'environnement chimique, qui sont des processus très longs, les temps de réponse peuvent être de quelques heures. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ici, quelques exemples de contraintes temps réel. Donc, comme je vous ai dit, quand on dit qu'un système est temps réel, ça ne dit rien sur la vitesse du processeur ou de la performance du système. En fait, quand on dit temps réel, on ne va pas dire « Ah ouais, moi, mon processeur, il tourne à 2 gigas ». Ça n'a aucun sens. Surtout que les processeurs qui sont dans les téléphones et dans les PC ont des très mauvaises compétences temps réel. Ils sont très mauvais, notamment pour une raison, c'est qu'ils ont un pipeline très, très long. Et du coup, pour vider un pipeline, etc., ça prend une plombe. Donc, ils ont des réponses aux interruptions et tout. Les processeurs, c'est-à-dire les processeurs généralistes qu'on utilise dans les smartphones ou sur Raspberry Pi, tout ça, ils n'ont pas des super compétences temps réel. D'accord? Quand on fait du vrai temps réel dur, on va utiliser un microcontrôleur ou alors un FPGA. Il n'y a pas plus temps réel qu'un FPGA. Quoi, en général, hein, bien sûr, si vous savez le programmer. Ce qui est une autre paire de manches. The application defines… Non. Alors voilà, ici, par exemple, ici, on a des exemples de contraintes temps réel. Donc, par exemple, pour la mesure d'une température, c'est inférieur à 1 seconde. Pour la détection d'un bouton poussoir, donc entre le moment où vous avez appuyé sur le bouton et qu'il a été pris en compte, c'est plutôt inférieur à 100 000 secondes. Un algorithme de contrôle moteur simple, c'est là, c'est pour le traitement des données, c'est inférieur à 10 millisecondes, c'est-à-dire entre l'acquisition, le traitement et la restitution. Si c'est un inverse-servicement un peu plus compliqué avec un système multi-axe, c'est forcément temps beaucoup plus faible, parce qu'on a plusieurs axes. Si vous voulez faire l'échantillonnage de valeurs analogiques, en général, on le fait inférieur à 100 microsecondes. Et pour contrôler un high precision servo control, c'est des contraintes de temps qui vont être inférieures à 10 microsecondes. Donc, vous voyez, donc tout à l'heure, j'ai donné des ordres d'idées. On est nanosecondes pour la vidéo, microsecondes pour l'audio. Et là, on voit aussi quelques exemples plus détaillés. Alors, là, je vais vous montrer un petit exemple, une petite expérience qui a été faite justement par… C'est assez vieux, mais ce n'est pas grave, hein, ça date des années 2000. Mais bon, c'est pour comprendre en fait… qu'est-ce que ça veut dire quand votre PC est temps réel ou il n'est pas temps réel?
Donc, on fait une petite, un chercheur a fait une petite expérience. Il a pris un ordinateur, il a pris un port parallèle parce que dans les années 2000, il y avait des ports parallèles encore, qui n'a plus. Et il veut générer un signal périodique carré, comme ça. Et ça, il envoie vers un ordinateur qui va détecter, en fait, mesurer tout ça. D'accord? Donc, on veut générer ça en port parallèle. D'accord? Donc, à 25 MHz, donc la période est 20 millisecondes, etc. Je n'ai pas passé, pardon. Alors, ici, on voit les résultats sur un système non chargé, donc c'est-à-dire un système où il n'y a que cette application qui tourne quasiment, aucune autre application en tâche de fond, donc il n'y a pas de… Par exemple, sur un PC… vous n'avez pas Word et PowerPoint et tout qui est lancé en même temps. Vous avez juste votre application qui est lancée et tout le reste est killé. Ben là, oui, là, on va atteindre, si vous regardez ici, c'est la période mesurée pour chaque… la période mesurée. Donc là, on a plein de points et on voit qu'on est tout le temps à 20 millisecondes. Donc, c'est parfait. Par contre, si votre ordinateur, je sais pas, ou votre processeur, il a besoin de faire d'autres choses, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train d'écouter la musique et je prends le cas de l'ordinateur, hein, mais et en train d'écouter la musique, suivre un cours sur Zoom et je sais pas quoi, et à côté jouer à un autre jeu, ce qui est peut-être possible, hein, quand je vois mes enfants qui ont toujours besoin d'avoir 2 écrans devant eux. Bref, donc ici, là, quand il y a une charge, quand le processeur est chargé, c'est-à-dire qu'il est en charge complète, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres applications qui tournent en même temps, et ben là, vous voyez, la période n'est plus périodique et elle change, elle va de 17 millisecondes à 23 millisecondes. Donc, vous avez 6 millisecondes d'écart entre le max et le min. D'accord? Donc, sur le système chargé, la période varie entre 17 et 23 millisecondes, tandis que là, elle est vraiment bien pile à 20 millisecondes. Maintenant, si on prend… Donc là, si on regarde à l'oscillo sur un système d'exploitation classique qui n'est pas chargé, on va voir un beau signal carré, ça va être parfait. Par contre, s'il est chargé, on va voir ce qu'on appelle du jitter. D'accord? C'est la période ici qui n'est pas stable, qui bouge en fait d'une période à l'autre. Et donc, ça a fait des choses comme ça sur l'oscilloscope. Vous avez déjà pu apercevoir. D'accord? Là, c'est bien synchrone, mais là, c'est parce que là, en fait, à chaque fois, en fonction… parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir, à cause que l'OS n'est pas temps réel. Ah, excusez-moi. Je dois répondre. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un système chargé. Alors, Monsieur? ensuite, oui, Mais on peut dire que le système là, il est temps réel? celui-là, Bah oui. non. En fait, je comprends pas pourquoi on se contente de dire seulement temps réel, parce qu'en fait, ça dépend du du temps critique et on le Ouais, mais précise là, pas. alors, en Là, fait, non, excusez-moi. Tout à l'heure, je vous ai présenté que des contraintes des temps critiques. Mais en fait, les contraintes temps réel, ça peut être des contraintes de type agenda, périodique. C'est-à-dire, là, par exemple, OK. toutes les 10 millisecondes, tu vas me changer, tu vas m'inverser le port. C'est ça le code, en fait. Oui, Vous voyez? Le truc, ça, et la contrainte temps réel, elle est là. Elle est que je veux, alors peut-être avec une petite erreur tolérable, c'est-à-dire qu'à, je ne sais pas moi, peut-être 0,1 milliseconde, c'est acceptable. Mais là, pas 6 millisecondes d'écart entre deux périodes. et du coup, je comprends pas comment on peut se contenter de dire temps réel seulement. Parce que normalement, on peut dire temps réel avec ces critiques-là. Parce qu'en fait, Ouais, moi, on me dit système tout et temps ça, réel, je dis oui. tout ça, c'est des questions de mots. Chacun va l'utiliser de manière différente. Peut-être, chacun, non pas chacun, mais elle va avoir une définition légèrement différente. Mais pour moi, je ne vois pas ce qui n'est pas clair parce que là, en fait, si vous voulez, là, votre système, pour moi, il n'est pas temps réel parce qu'il n'arrive pas à atteindre
les spécifications qu'on lui avait demandées, c'est-à-dire générer un signal périodique à 25 Hz, quel que soit l'état de l'ordinateur, qu'il soit chargé ou pas, on s'en fout de moi en fait. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que c'est dans tous les cas. Et c'est pour ça que, et c'est ça qui est difficile des fois, c'est qu'il faut imaginer tous les cas possibles et vérifier que dans tous les cas possibles, d'ailleurs, c'est un peu quoi. Je crois que j'en ai parlé déjà avec vous, mais vous allez quand vous si vous allez travailler un jour dans l'aéronautique, vous verrez dans l'aéronautique en fait, vu que c'est super dangereux un avion, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui casse, ben, forcément l'avion se crache. Il y a des règles de vérification, de test, mais qui sont hyper lourdes. C'est-à-dire que pour une ligne de code écrite dans un avion, il faut 10 pages de tests, de tout, quoi. Donc, c'est en fait un code que vous écrivez pour être embarqué sur un avion, ça coûte une blinde. Parce qu'en fait, il y a un ingénieur qui va écrire, et d'ailleurs, ceux qui travaillent dans l'aéronautique, il faut vraiment aimer faire des trucs très minutieux, parce que vraiment, en fait, il y a des normes. Donc, la norme la plus connue en aéronautique, c'est la 2O178, et vous devez vraiment respecter tout ça. Et donc, quoi, vous devez respecter alors pour l'aéronautique, des contraintes très dures, forcément, mais aussi des phases de test. Et donc, c'est là-dedans si on a ce genre de réponse, c'est pas acceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, en effet. Voilà. Et maintenant, si on a un système, donc là, c'est RTAI, donc c'était dans les années 2000, un patch de Linux pour rendre Linux temps réel. D'accord? Il s'appelait Real Time, je sais pas, AI, je sais pas ce que c'est encore. Et là, vous regardez que l'ordinateur soit non chargé ou chargé. On a, alors ici, vous avez les 20 millisecondes au milieu, mais vous voyez, ici, là, on est à 0,1 milliseconde. Et là aussi, d'accord? Donc, on est très bon là, d'accord? Donc, ici, la période, elle varie entre 24,98 Hz et 25,01. Donc, si par exemple, on avait dit en spécification, là, ce n'était pas précisé, on a juste dit, je veux un signal de 25 Hz. On n'a pas dit à quelle précision près, d'accord? Mais là, on aurait pu dire 1% et on serait rentré dans les contraintes temps réel exprimées par les spécifications. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on a des contraintes temps réel, on a des contraintes soft, douces, et des contraintes hard. C'est-à-dire les soft constraints, donc les contraintes douces, c'est en général pour on va dire, des applications où la vie humaine n'est pas mise en cause. D'accord? Où il n'y a pas des risques irréparables qui sont engendrés, on va dire. C'est pour ça, si on regarde ici, là, des cartons sur un tapis, si c'est une contrainte douce, c'est-à-dire que bon, voilà, s'il y a un carton, par exemple, si le tapis, alors je sais pas sur quoi on pourrait mettre la contrainte, hein, mais la vitesse du tapis ou j'en sais rien, voilà, ou le nombre de paquets, ça aussi, ça peut être une contrainte. Le nombre de paquets traités par heure. Ça, c'est une contrainte. On veut, par exemple, 100 paquets par heure. On veut que notre tapis roulant, il gère 100 paquets par heure. Donc, tout ça, c'est des contraintes. Ce qu'il y a, c'est que donc, ça, c'est des contraintes douces. Parce que, bon, on va dire, s'il en fait 99, bon, c'est pas dramatique. On perd en qualité de service. D'ailleurs, c'est ça qu'on va parler. C'est pour ça que dans la téléphonie, dans l'audio, la vidéo, tout ça, c'est plutôt des contraintes douces, en fait, parce que on ne met pas la vie de quelqu'un en danger. Le seul truc qu'on va perdre, c'est de la qualité of service. Cost, c'est qualité of service, d'accord? On va perdre la qualité, c'est-à-dire on va perdre du rendement, ou vous allez voir votre image sur votre téléviseur qui va être tout saccadé, ou parfois, hein, voilà, si vous ne respectez pas complètement toutes les contraintes temporelles. Donc, c'est pour des systèmes non critiques, comme des appels téléphoniques, Skype, WeChat, etc. Voilà. Après, on a des contraintes dures. Et là, les contraintes dures, c'est chaque deadline doit être respecté. C'est comme ici, là, cet homme qui jongle, là, il faut qu'à chaque moment, il ait bon de synchronisation pour récupérer. Et il ne faut pas qu'il se trompe presque d'un de quelques centimètres ou d'un certain temps, parce que sinon, il va rater. Et là, forcément, il peut se brûler.
Donc, c'est dangereux. D'accord? Donc, ici, dans les contraintes dures, chaque contrainte doit être respectée rigoureusement. Et dans un système temps réel comme ça, d'ailleurs, on n'a pas le droit de se planter, de cracher. Donc, l'écran bleu de Windows ou votre téléphone qui bug, qui freeze ou dans une automobile, tout ça, c'est interdit. C'est pas possible. D'accord? C'est-à-dire que dans un avion, une automobile, un train, donc souvent les systèmes temps réel, ce qu'on appelait temps réel, c'est tous les systèmes de transport. Donc, parce que c'est là où on a des contraintes les plus dures. Alors, bien sûr, aussi dans les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires aussi, il y a des contraintes temps réel forcément respectées. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Donc, sinon, on a un danger. Donc, par exemple, les airbags, la voiture autonome. Donc, tout ce qui est système de transport qui met en danger la vie des hommes en général, il faut que ce soit des contraintes dures. Ah, zut. Donc, les contraintes dures, donc les hard constraints, ils doivent respecter 3 critères basiques. Premier, déterminisme logique. Ça veut dire que la même entrée appliquée au système doit produire le même résultat. D'accord? Donc ça, c'est un déterminisme logique. Déterminisme temporel doit respecter une contrainte, un temps critique ou un temps contraint, ou une contrainte de temps, pardon, on va dire. Et dernièrement, il doit être reliable. Et c'est là où, reliable, alors si je traduis ça, c'est reliability. Bon, en fait, ça veut dire que le système, comme il est marqué ici, il doit être à chaque instant, il doit être disponible et je ne trouve plus la traduction. Fiable. Hein? Et fiable. Merci. Et fiable, voilà, c'est la fiabilité. Là, on parle aussi de robustesse, etc. Bon. Mais là, il faut, quand on a des contraintes dures, il faut vraiment respecter ces trois-là. C'est-à-dire, bon, mais ça, ça paraît quand même assez normal et c'est pas forcément testé, mais ça peut des fois créer des surprises. Et voilà. Et donc là, quand on est dans l'embarqué, je vous en ai parlé, dans l'embarqué de manière générale dans les systèmes temps réel, c'est super important quand vous allez écrire du code. Dans une des réunions que j'ai eues avec des industriels, l'industriel, ce qu'il me disait, c'est qu'ils voulaient que les ingénieurs qui sortent de l'école, en fait, ils mettaient l'accent sur l'importance du test et d'un code très propre et bien vérifié, etc. Et en disant que pour lui, un bon ingénieur, c'est un ingénieur qui est prêt à mettre sa main à couper, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que si l'ingénieur en fait s'est trompé, il va mettre la vie de personne en danger, pardon. Donc lui, son idée, c'était qu'un ingénieur, il devrait être prêt à mettre sa main à couper, que son code est testé, vérifié, fiable, robuste, déterministe temporellement, déterministe logique. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner en fait un retour d'expérience. Mais ça, forcément, c'est quand on fait des contraintes dures. Et c'est pour ça que développer dans des environnements comme ça, c'est quand même pas facile et ça demande énormément de procédures et de tests, de méthodologie. Beaucoup de méthodologie. C'est beaucoup de méthodologie, d'accord? Et si vous avez la chance de faire un stage dans l'aéronautique, vous allez voir que vous développez du code pour un avion, ce qui sera, vous voyez, parce qu'en début de carrière, on ne vous laissera pas faire ça. Vous verrez comme c'est galère. Alors, c'est galère, ça dépend, parce que ceux qui aiment coder, en général, les codeurs, ils aiment coder et écrire des commentaires. Voilà. Tandis qu'en aéronautique, c'est pire. Il y a, je sais pas moi, il y a 10% de ce que vous écrivez, même pas 1%, c'est du code, et le reste, c'est que des cahiers de tests, des procédures de test, tous les tests qui ont été effectués, toutes les procédures de test. Et en fait, tout ça pour que le code soit certifié pour voler.
C'est-à-dire que si vous ne passez pas tous ces tests, l'avion, ben, il n'a pas le droit de voler. Et cette certification, ça coûte un bras. En fait, ça coûte vraiment un bras parce qu'il faut déjà préparer tous les documents, etc., toutes les procédures de test. Et tout ça est épluché par une commission qui est la FA, quoi, je ne sais plus, elle a un nom, je ne me souviens plus, bon bref, qui va éplucher tout ça, les cahiers de test, tout pour vérifier que tout a été vérifié, testé, tout a été, tous les cas ont été bien pris en compte. Donc, comme je vous l'ai dit, un système temps réel, ce n'est pas un système qui va vite, mais c'est un système qui satisfait des contraintes. Alors voilà, donc comment exprimer les contraintes temps réel? Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut les exprimer de 3 manières différentes, les contraintes temps réel. Soit pour répondre à un événement dans un temps borné, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au début, hein. C'est le temps critique, et en secondes. Donc, absolument borné si c'est une contrainte dure, et le temps de réponse moyen si c'est une contrainte soft. Voilà. Après, on peut l'exprimer sous forme de agenda. C'est-à-dire que ça va faire une certaine opération à un moment donné. Et ça, c'est exprimé en Hertz. Comme tout à l'heure, ça, c'est plutôt des contraintes de type agenda, on va appeler, qui va permettre de générer, par exemple, un signal périodique, comme ici, comme l'exemple que je vous ai montré ici, d'accord? Et ensuite, dernière manière d'exprimer les contraintes temps réel, c'est par le nombre. En fait, c'est le nombre de données traitées par unité de temps. D'accord? Donc, c'est des types data flow. Donc, on va les exprimer en bytes par seconde, en bande passante. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez un décodeur, un exemple, un décodeur, il va pouvoir, par exemple, traiter 10 kilobytes par seconde. Ben, c'est une contrainte temps réel. Ou alors, une contrainte temps réel pourrait être, chez moi, par exemple, pour que pour tout le monde d'ailleurs, pour que la télé passe, il faut qu'il y ait une bande passante minimum de 2 mégabits par seconde. Alors, c'est un peu plus, mais c'est un exemple. C'est plutôt une dizaine de mégabits par seconde. Voilà, ça c'est une contrainte aussi. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé et on entend ses potes derrière. Donc voilà, c'est producteur ou consommateur d'événements à une certaine fréquence. Et là, quand on fait de l'audio, la vidéo, forcément, on parle de ça. Alors ici, il y a un exemple. Alors, je vais passer parce que je vous laisserai regarder ça. On y reviendra. Donc là, voilà. Donc là, bon, je vous montre vite fait, c'est rapidement. Donc c'est Electronic Stability Program, c'est ESP. Donc c'est pour stabiliser la voiture. Si jamais, alors soit lorsque vous faites un coup de volant brut, voilà, c'est donc la contrainte, elle est ici. Alors donc les éléments qui sont impliqués, c'est alors c'est là aussi dans le système temps réel, il n'y a pas que le processeur, hein, vous allez voir. Donc il y a les capteurs, donc steering wheel et les roues. Donc steering wheel, alors c'est quoi ça encore? Mon anglais est pas terrible. C'est quoi un steering wheel encore? Appelez-moi. Le levier de vitesse. Voilà, levier de vitesse. Merci. Et ça c'est quoi? C'est la vitesse. C'est la vitesse du véhicule. C'est les roues. Ouais. Les roues. C'est les roues. Ouais, mais je crois que c'est. Non, c'est le levier de vitesse. Je crois que c'est. Autant pour moi, je me suis trompée, c'est le volant. C'est le volant et les roues, du coup. Ah oui, d'accord. Donc c'est le volant et les roues, d'accord. Donc
à mon avis, c'est le position du volant, la position des roues. Ensuite, les actionneurs, c'est les freins, parce qu'en fait, si on détecte une instabilité, on va freiner ou inversement peut-être permettre d'injecter de l'essence. Et la contrainte, en fait, c'est qu'il y ait une réaction. Donc, la contrainte en réel, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction sur les freins et l'injection. Donc, arrêter l'injection et appuyer sur les freins. Suivant le following a sudden flywheel in less than 150. Donc, flywheel, c'est lorsqu'il y a une perte en fait d'adhérence au sol, hein, que la roue dérape. Je crois que c'est ça. Hein. Dans moins de 150 millisecondes. Donc, il faut que le temps de réponse, le temps critique, donc ça, c'est une contrainte dure, hein, forcément, soit inférieur à 150 millisecondes. Mais ce temps de réponse, il implique plusieurs choses. Il implique, donc il y a une action. Je ne sais pas, moi, voilà, vous avez une flaque d'eau et vous faites un aquaplaning. Donc, forcément, il y a une réaction. Donc, il va y avoir c'est les capteurs qui vont détecter ça, qui vont renvoyer l'information vers le CU par le buscan. Donc là, tout ça, déjà, il faut le compter dans 150 millisecondes, hein, la communication. Le CU doit traiter la donnée et l'envoyer vers la pédale de frein ou le capteur. Non, pardon, pas le pédale, les freins directement. Et voilà. Et tout ça en moins de 150 millisecondes. Donc, c'est pour ça que ça involve, c'est pas que le RTOS, c'est aussi le bus, etc., qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut définir vraiment les contraintes, les contraintes en réel. Donc voilà, donc ce qui est, c'est le CU, c'est le microcontrôleur, Electronic Control Unit, donc c'est un processeur. Ils appellent ça dans l'automobile, ils appellent ça des calculateurs. Bref, plus le RTOS qui va dessus, plus le buscan, plus éventuellement le temps de réponse des actionneurs et des capteurs. Voilà. Vous savez ce que c'est le buscan? Oui. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est? C'est pas grave, hein. On est là pour apprendre. Enfin, surtout vous. Moi, je sais pas. Hein? Genre, comme. Enfin, je vois un convertisseur analogique, mais ça va pas être ça, Non, c'est pas numérique. ça. Rien à voir. Non, Non, c'est c'est pas ça. En fait, le buscan, c'est un bus très utilisé dans les automobiles pour relier tous les éléments électroniques. Alors, parce qu'il faut savoir qu'avant le buscan, donc ça a été inventé par BMW dans les années 90, le buscan, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a le buscan, le busline, le bus, il y en a 10 dans les véhicules maintenant. Parce qu'il y en a un dans l'habitacle, il y en a un dans le moteur, il y en a un dans le coffre, et quoi, non, pas dans le coffre, mais bon, il y en a au moins 3 ou 4. Bon, bref. Pour tout ce qui est, ouais, pardon, il y en a un par exemple pour tout ce qui est vidéo, parce que maintenant il y a des caméras de partout dans une automobile. Donc ce buscan, en fait, alors avant le buscan, le CU était relié par 2 fils à chaque élément électronique. Vous imaginez là, donc 2 fils par là, 2 fils par là, 2 fils par là. Et en fait, on est arrivé à un point où il y avait, je ne sais plus, 150 kilos de câblage dans une voiture et qu'il fallait. C'était le travail le plus long pour finir une voiture, c'était tous les câbles qui devaient aller de partout dans la voiture avec des grosses liasses de câbles parce qu'en fait, il fallait les passer des fois au même endroit. Et donc, pour remplacer tout ça, les Allemands, parce qu'en plus, au début de l'électronique, il n'y en avait pas beaucoup dans les voitures dans les années 90. Mais après, en fait, il y en a de plus en plus et de plus en plus de fils et ça devenait très cher en cuivre, ça devenait très cher en monter, etc. Donc, ils ont inventé le buscan qui permet par une paire torsadée qui va permettre de relier tous les éléments ici par un bus multiplexé. Vous voyez ce que ça veut dire, ce que je veux dire par multiplexé, hein? C'est-à-dire que le CU ne va pas pouvoir parler avec le capteur de roue en même temps que le capteur de vitesse. Ils vont partager le bus. Ils vont le multiplexer. D'accord? C'est bon? Donc, ce buscan, il est super connu. Donc, je vous en parle parce que c'est vrai que vous n'avez pas de cours sur là-dessus. Ça aurait du sens, même si bon, c'est utilisé beaucoup dans l'automobile, hein, mais vu qu'il y en a quand même un certain nombre qui vont dans l'industrie de l'automobile. Et donc, le buscan, c'est très utilisé. Alors, mais voilà, ça ressemble un peu à de l'I2C et du SPI, mais c'est un peu plus robuste et plus bas débit. Parce que l'I2C et le SPI, c'est des bus série, des bus de terrain aussi, mais pour aller de carte sur une même carte. Là, c'est des bus de terrain, c'est pour aller, parce que là, vous voyez, entre le capteur roue et le SP et tout ça,
on a des dizaines de mètres de câbles. Hein. Le I2C, monsieur, c'est combien de débit? Ça monte à 400 mégas? Non. Qu'est-ce que Ah, parce que le CAN de souvenir, il monte Ouais, à il plus de monte à 1 400 méga. kilos. Donc, Oui, ouais, il est 1 mieux. méga Ouais, environ. ouais, il est mieux, c'est Ok. vrai. Non, en vitesse, il est mieux, mais le truc, c'est que là, sur le Buscan, vous ne pouvez pas faire du bidirectionnel C'est vrai. en même temps. Mais sur Mm. l'I2C non plus. C'est sur la SPI qu'on peut. Bon, bref. Mais là, en fait, on a. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne. Alors, c'est très. Mais bon, je ne vais pas faire un cours sur le Buscan. En plus, j'ai pris beaucoup de retard. Bref. Si vous voulez aller regarder, il y a beaucoup de choses qui en parlent, qui l'expliquent. Bon, c'est de toute façon, c'est pas très très compliqué à comprendre. Hein. Une fois que vous avez vu I2C, SPI, c'est un peu les mêmes logiques. Hein. Sauf que là, il n'y a pas de clock. Bon, bref, c'est un bus asynchrone. Ça ressemble plus au bus série. Alors, l'exemple de l'automobile. Donc, tac, tac, tac. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus d'une milliseconde entre que une personne appuie sur les freins et que ça a un effet sur les valves et sur les roues. Donc, ça, c'est une contrainte dure. Le tableau de bord doit être mis à jour toutes les secondes. Donc, ça, c'est une contrainte douce. Et chaque capteur et actuateur doivent. Donc, ils ont tous une contrainte temporelle pour garantir la sécurité du système. Donc, ici, on a un exemple d'un système temps réel non critique. Donc, par exemple, WhatsApp. D'accord, ou un vidéo call avec, je sais pas moi, Messenger, etc. Donc, en fait, ce qui rentre en jeu, c'est votre matériel qui va acquérir. Hein, il faut qu'il soit à temps réel. Il y a la bande passante ici, le bandwidth de votre matériel Internet. Il y a Internet, tous les switches, si ce n'est pas congestionné. Et ensuite, il y a la bande passante de l'ordinateur récepteur. D'accord, et aussi le système d'exploitation. Donc, tout ça sont des choses qui vont influer sur les capacités de temps réel du système. Et là, en fait, on est dans un système non critique, hein, parce que forcément, ça arrive régulièrement, hein, parce que la bande passante, on ne peut pas la garantir, ou du moins, s'il fallait la garantir, il faudrait prendre des moyens plus que ce qu'on a actuellement. Et du coup, voilà, on a un système qui va faire le mieux possible et qui peut avoir des fois des pertes de qualité de service, mais ce n'est pas dramatique. Alors, dernière slide. Hop. Donc, les contraintes spatiales. Donc, ce qu'on appelle les contraintes spatiales, c'est les contraintes exprimées en fait en kilobits par seconde. Hein. Donc là, par exemple, si on veut de la qualité audio pour passer des appels téléphoniques, il faut minimum 60 kilobits par seconde de bande passante. D'accord? Pour faire passer l'audio en temps réel. Pour faire l'audio de qualité CD, il faut minimum 1,4 mégabits par seconde. Ce qui tombe bien parce que si vous regardez les casques Bluetooth, ils sont pas à 1,4, ils sont en 2,1 mégabits par seconde. Donc, ils ont un peu de marge. Si vous voulez la vidéo MPEG 2, il faut minimum 2 mégabits par seconde. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les contraintes spatiales et on a des contraintes temporales aussi. Donc ça, c'est des contraintes douces. Hein. Donc, par exemple, pour qu'un film soit considéré comme agréable à regarder, il ne faut pas qu'il y ait plus de 80 millisecondes entre le mouvement des lèvres et la voix. D'accord, la différence entre les lèvres et la voix. Donc, il ne faut pas qu'il y ait plus ou moins 80 millisecondes. Sinon, en fait, ça peut. En fait, après, forcément, on peut regarder le film, mais ça rend la vidéo beaucoup plus désagréable à regarder, on va dire. La téléphonie, donc comme je vous l'ai dit, il faut que pour que ce soit en temps réel, il faut que le délai end-to-end soit inférieur à 250 millisecondes. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais aller boire un peu d'eau. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ce que je vais faire, je crois,
Donc, on va s'arrêter là, parce que je ne vais pas commencer un chapitre et le laisser en plein milieu. On va s'arrêter là. Donc, du coup, je vous laisse une pause. Je ne sais pas si vous allez cours après. Mais en fait, je vais faire une vidéo du chapitre 3. D'accord? Parce que j'ai 6 chapitres à faire. Je n'en ai fait que 2. Je vais faire une vidéo du chapitre 3 et la prochaine fois, on fera le 4, 5, 6. D'accord? D'accord, merci D'accord. monsieur. Donc, le cours, il n'est pas encore sur Moodle, encore, je crois. Je vais tout mettre sur Moodle. Je vais aussi mettre assez rapidement les labs, les sujets de TP, sachant qu'il y a au début aussi un tutoriel qui permet de vous montrer comment mettre tout ça en place. Je vais vous mettre ça assez rapidement parce que très rapidement, quand même, vous pouvez commencer à faire le tutoriel et après le premier TP. Mais bon, vous avez des séances dédiées pour ça. Hein. Les séances, c'est ce vendredi ou c'est… Non, c'est pas ce vendredi. Si. C'est ce vendredi, non. Non, c'est vendredi prochain, le 27 et le 4 novembre. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc, sauf si vous avez des questions.